Alors, Marion Buchet, vous êtes directrice de CERT, CERT, pardon. C'est le 6e jour, ça se fait sentir. Qu'est-ce que c'est, le CERT? Le CERT, c'est un centre qui aide les entreprises de l'aéronautique et du spatial à faire face à la menace cyber. On a été créé par la Direction générale de l'aviation civile, Air France, Airbus, ADP, Thales, Dassault, l'UAF, la FNAM et le GIFAS, les 3 fédérations professionnelles. Et en fait, les adhérents reçoivent une aide pour se protéger ou en cas d'attaque pour pouvoir rétablir au plus vite une situation d'opération. On va revenir à ça un petit peu plus tard parce que là, c'est ce que vous faites maintenant, mais vous étiez pilote de chasse. Je crois que quand on est pilote de chasse, on le reste toujours, c'est ça? Oui, enfin, maintenant, moi, je savoure ma retraite quand même, qui est quand même agréable. Oui. Voilà, on va retourner en arrière pour que vous nous racontiez ça. Pilote de chasse, comment c'est venu? Est-ce que c'est un truc que vous vouliez faire petite? En fait, moi, je voulais être médecin, et puis j'ai fait mon baptême de l'air. Ah, il s'est passé quelque chose là. Ouais. Ouais. Non, j'ai fait mon baptême de l'air et j'ai trouvé ça chouette. Du coup, j'ai commencé à apprendre un petit peu à piloter. Mon instructeur d'aéroclub était un ancien militaire, Ouais. ce qui fait que j'ai pu... il m'a incité à présenter le concours. À l'époque, il n'y avait pas de femmes. Enfin, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y avait pas de femmes, parce que les premières femmes pilotes de chasse, elles ont été brevetées en 1946. Oui. Il y a eu un retrait, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes et qui voulait que les femmes soient présentes dans tous les pans de la société, et notamment dans les armées. Et donc, il avait tenu à ce qu'il y ait des promotions de femmes pilotes de chasse. Donc, il y a eu 2 promotions de 6. Mais quand le général de Gaulle est parti, les successeurs n'ont pas considéré que l'expérience devait être prolongée. Et donc, on leur a proposé de partir faire de l'administratif. Donc, ça ne leur a pas trop plu. Donc, certaines sont restées dans l'armée et d'autres sont parties. Mais d'ailleurs, elles ont été rappelées. Je pense à Elisabeth Boselli, qui a été rappelée et qui a fait du Dewatin 520, qui était quand même un avion assez puissant pour l'époque, notamment pendant la guerre d'Algérie. Après, il y a eu une grosse pause jusqu'en 99, un petit peu avant, on va dire, où Caroline Aigle, qui était polytechnicienne, donc les polytechniciens après peuvent choisir d'aller dans les armées, et elle, qui voulait être astronaute, a choisi l'armée de l'air, et donc elle a été brevetée pilote de chasse en 99, je crois. Donc c'est la première de la nouvelle génération en fait. Ouais, c'est ça. Et donc vous vouliez faire médecine jusqu'au moment... Alors le baptême de l'air, c'était à quel âge? Je l'ai fait, j'avais 14 ans. Ouais. Et c'est là où il y a eu un switch ou... En fait, j'hésitais et je pouvais tenter pilote et si j'arrivais pas faire médecine, mais je pouvais pas faire l'inverse. Oui. Oui, vu la durée des études. Oui. Et du coup, enfin la durée des études. Après, c'est surtout la première année, mais en fait, à l'époque, les limites d'âge pour être pilote étaient extrêmement jeunes, ce qui est plus le cas maintenant. Je crois qu'on peut tenter le concours jusqu'à 27 ans. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire pilote et si j'y arrive pas, je ferai médecine. Je me retourne vers médecine. Sauf que j'ai pas raté. Donc je suis restée. Il y a eu un tournant, il s'est passé quelque chose. Donc, quel a été votre parcours? Comment est-ce qu'on devient pilote de chasse? En fait, il y a un concours, donc il y a deux recrutements, un recrutement niveau bac et un recrutement niveau prépa, école d'ingénieur. La principale différence, c'est que si vous faites le recrutement niveau bac, vous avez une carrière courte. Donc, à l'époque, on faisait 15 ans. Enfin, quand je suis rentrée, les gens pouvaient faire un minimum 15 ans. Mais maintenant, on est plus près des 20. D'accord. Et les gens qui sont carrière longue, eux, font minimum 27 ans. Et c'est quoi la différence carrière longue, carrière courte, en fait? En fait, c'est des profils de carrière différents. Donc, quand vous êtes appelé à rester un peu plus longtemps dans l'armée de l'air, vous allez avancer un petit peu plus en grade. C'est ça, c'est les évolutions. Ouais. Du coup, si on prend une carrière longue, on a plus d'évolution. Et vous aurez des postes en état-major de commandement. Et donc alors que sur la carrière courte, vous faites que voler. Et donc vous avez... Moi, je voulais faire une carrière courte et après aller travailler chez Air France. Bon, finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais... Pareil. Mais c'est un bon message, je trouve, parce qu'il y a plein de choses où, voilà, je voulais faire ça, et puis en fait, sur le chemin, j'ai eu d'autres opportunités, j'ai eu d'autres idées, d'autres envies. Et là, maintenant, vous faites de la surveillance cyber, donc vous allez nous raconter ça. À quel âge avez-vous fait votre premier vol en tant que pilote de chasse? Avez-vous été certifié? En fait,
Il y a plein d'étapes, il me semble. Voilà, c'est ça. En Ouais. fait, il y a plein d'étapes. Donc, la réponse dépend un peu de ce que vous appelez pilote de chasse. Mais mon premier vol dans l'armée de l'air, j'ai fait en 2001, puisqu'à l'époque, il y avait une sélection en vol. Et à la fin de la sélection, on savait si les armées, si on pouvait rester ou s'ils ne nous gardaient pas, en fait. Donc, ça, c'est mon premier vol dans l'armée de l'air. C'était en mai 2001. C'était quoi comme avion? Juin 2001. C'était sur, à l'époque, TB30 Epsilon, qui n'est plus en service dans l'armée de l'air. Je réfléchissais à si on en a Non. sur le salon. C'était à Cognac, c'était un peu l'avion que l'armée de l'air avait avant les PC-21, qui sont maintenant à Cognac. Voilà. Et après, il y a différentes phases. Ouais. Donc, à l'époque, vous appreniez à voler sur des avions de plus en plus puissants. Oui. Donc au début, vous faisiez du moteur à piston, 300 chevaux à piston. Ensuite, on faisait du Tucano. C'était un avion de 750 chevaux avec une turbine, un siège éjectable. Ensuite, on faisait de l'Alpha Jet. Qu'on peut voir à 15h30 d'ailleurs. Ouais. Il y a une démo. Ou sinon, il y en a un à l'entrée à la porte haut. Ces petits avions bleu, blanc, rouge de la patrouille de France. Ouais, alors les nôtres, ils sont plus dans les tons gris et vert kaki. Non, mais ça, c'est ceux que vous pouvez voir sur le salon aujourd'hui. Bien sûr, les vôtres, ils sont pas colorés bleu, blanc, rouge, mais il y a une démo à 15h30. Et ensuite, donc, on avait une première phase de formation à Tours. Ouais. Après ça, on était breveté. Donc, bon, le brevet, ça existe toujours. Mais sauf que maintenant, ils font toute la phase du début sur PC-21. Donc, d'ailleurs, j'en ai pas vu, mais c'est un avion qui est assez récent dans l'armée de l'air qu'ils ont depuis, je dirais, 4-5 ans. Là, je ne suis pas très sûre des dates, mais et qui permet de faire toute la progression, en fait. Et donc oui, c'est là, ça, vous allez sur des avions de plus en plus puissants et de plus en plus rapides, au final. Oui, mais là, ça, c'était l'idée avant. Ouais. Et maintenant, pour minimiser les coûts, puisqu'en fait, changer d'avion, ça nécessitait à chaque fois d'être reformé. Oui, de repasser. De réapprendre tout un tas de choses qu'on avait appris sur le premier avion, sur le deuxième, toute la partie voltige, navigation. Et ben, on refaisait tout. Donc, ça prenait quand même des heures de vol, du temps de formation au simu, du temps de formation pour les instructeurs au sol. Formation simu, c'est des simulations avant de rentrer dans les avions, c'est ça ouais. Donc, en fait, le fait d'avoir qu'un avion, ça permet d'éliminer cette redondance qu'il y avait à chaque niveau. Donc après on avait le brevet, après la partie sur Alpha Jet, et ensuite de ça on partait à CASO faire ce qu'on appelait la transition opérationnelle. C'est que là on savait piloter un avion, gérer des pannes, naviguer d'un point A à un point B, et ensuite on apprenait toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire tirer, le tir air-sol, le tir air-air, toutes les questions relatives à l'utilisation d'une situation tactique, éviter des menaces solaires, des choses comme ça. Donc qui était pas juste piloter l'avion, mais vraiment tout ce qu'il y avait autour. Ouais, c'était utiliser l'avion pour faire une mission. Ouais. Et après ça, on avait notre affectation sur Mirage F1 ou Mirage 2000. On a des mirages, je crois, si vous partez par là, il y a quelques mirages. Bon, j'en ai pas vu moi. Alors, il me semble qu'ils sont planqués derrière là, des Concorde. Ils doivent être au musée peut-être. Ils sont juste derrière, il me semble. Je crois qu'il y a un F1 tout au fond. Ah oui, c'est possible. Moi, j'ai pas tout vu encore. Si vous prenez cette porte-là, voilà. Et donc là, ça vous a fait quoi, votre certification? C'était... C'est un grand moment parce que, en fait, c'est quand même assez... c'est pas forcément facile comme formation. Et du coup... on peut inviter nos familles, il y a une grosse cérémonie. Donc c'est un moment qu'on a vécu avec nos copains de promotion qui est assez difficile, qui est assez exigeant. Et du coup c'est quand même hyper sympa. Mais en vrai, c'est pas forcément la fin. C'est pas début, la fin, c'est le début en fait. Ouais. C'est ça. Vous célébrez le début de votre carrière. Justement, en parlant de cette carrière, quel type de mission existe pour un pilote de chasse et quel type vous faisiez? En fait. À l'époque, il y avait deux grands types de pilotes. Il y avait les pilotes de défense aérienne et les pilotes d'attaque au sol. Et puis, il y avait la reconnaissance aussi. Bon, parce que, en fait, avant, on n'était pas capable de construire des avions qui pouvaient tout faire en même temps. Et donc, la défense aérienne, c'est les avions soit qui interceptent d'autres avions, soit pour assurer l'intégrité du ciel français. Ouais.
Donc ça, c'est dans le cadre de la posture permanente de sûreté. Et donc on a en France 3 ou 4 bases sur lesquelles vous avez des gens qui sont prêts à décoller assez rapidement pour aller intercepter les aéronefs, soit qui sont en difficulté, soit dont on ne sait pas qui ils sont. Ensuite, évidemment, dans le cadre d'un conflit, c'est ceux qui tireraient sur les ennemis. Donc soit pour protéger nos bases ou nos avions d'attaque au sol, soit qui tireraient sur ceux qui essaient de venir tirer des objectifs en France. Ensuite, il y a les avions d'attaque au sol. Donc ça, c'est un Mirage 2000D. La mission principale, c'est de délivrer de l'armement sur un objectif, donc des bombes principalement. Ensuite, à l'époque, on avait un troisième type d'avion, c'était les Mirage F1CR, qui faisaient de la reconnaissance. Donc ça, oui, reconnaissance, c'est on va voir ce qui se passe, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est soit aller reconnaître un objectif avant qu'on tire dessus, soit après le passage d'un raid, pouvoir regarder quels sont les dégâts de manière à pouvoir décider si on refait un raid ou si il n'y a pas besoin. Et en fait, mais sauf que maintenant, avec le Rafale, on peut faire toutes les missions en même temps. Alors j'exagère un peu parce que ça dépend ce qu'il va emporter. Ça va dépendre les armements qui vont être mis sous l'avion et ça, on ne peut pas les changer en vol. Mais par contre, on peut avoir des configurations un peu mixtes et puis aussi, en tout cas, l'avion est capable de tout faire. De tout faire. Oui, parce qu'avant, c'était un type de mission, un type d'avion. C'est ça. Et maintenant, le Rafale, potentiellement, il pourrait partir pour une mission, revenir, si jamais il y a besoin de récupérer du matériel, et repartir pour une mission qui n'a rien à voir, mais c'est le même avion. Donc, en termes de pilotage aussi, ça veut dire qu'à l'époque, il fallait, quand on avait l'habitude de piloter un avion, c'était un type de mission. Et maintenant, si on sait piloter un Rafale, on peut être sur tout type de mission, c'est ça? Donc, c'est un peu plus compliqué quand même. Alors oui, parce que ça demande tactiquement, je suppose, il faut tout d'apprendre maîtriser. tous les types de missions. Vous, personnellement, vous avez fait quoi comme type de mission? Moi, j'ai fait de la reconnaissance d'abord et ensuite de l'attaque au sol. Après, les carrières ont un peu changé. Nous, on faisait 3 ans en escadron. Ensuite, on partait 3 ans instructeur. On revenait 3 ans en escadron opérationnel et on repartait instructeur. Et maintenant, ils essayent de faire des périodes plus longues parce que justement, c'est trop compliqué de former quelqu'un qui part après. Et qui parte au bout de 3 ans et de le récupérer après. Oui, donc du coup, instructeur, ça veut dire que vous deveniez instructrice sur une base. Donc 3 ans en mission pilote de chasse, vous reveniez, 3 ans où vous formiez les nouveaux, et après vous partiez, c'est ça? Ouais. Et ça vous permettait d'avoir des breaks aussi, peut-être de mission? D'avoir des breaks, c'est ça? Oui, enfin, de pas être tout le temps... Oui, non, c'était assez appréciable. Après, si on rentre dans des considérations de ressources humaines, mais c'est vrai qu'être muté tous les 3 ans, c'est quand même un peu casse-pied. Donc, le fait pour les conjoints, c'est de plus en plus compliqué parce qu'au départ, les femmes ne travaillaient pas, mais maintenant, les femmes de militaires travaillent, un truc de fou. Du coup, de devoir changer de boulot tous les 3 ans, c'était quand même compliqué. Ouais, donc ça, c'est vrai que la période, c'est assez dense, surtout qu'en ce moment, moi, je pense que par rapport à ce que j'ai connu, les gens qui sont en escadron actuellement sont beaucoup plus engagés, notamment sur les exercices, parce qu'il y a pas mal d'exercices OTAN dans le cadre de l'opération EAP sur le front de l'Est, notamment. Et donc, ils partent vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement exigeant. Et justement, là, vous avez touché du doigt le sujet familial. À chaque fois que vous changez de type de mission, donc vous disiez pilote de chasse ou en formation, instructrice, pardon, ça veut dire qu'il faut que vous déménagiez de base aussi, souvent? Oui, on déménage. Donc, ça demande de déménager potentiellement tous les 3 ans? C'est ça. Comment on fait? Est-ce que vous avez des enfants? Je suppose que ça, c'est la question qu'on pose à toutes les femmes pilotes, mais pas aux hommes pilotes. En fait, on choisit un peu le moment où on va les faire. Ouais. Et ensuite, souvent, on était des couples de militaires, donc on demande des mutations ensemble. Et en général, c'est ce qui se passe. Oui, vous trouvez des mutations ensemble. Et le moment, vous m'avez raconté que c'était quand vous étiez en état-major, donc c'est les moments d'instruction. Quand j'étais instructrice. Oui, c'est ça. Donc voilà. Du coup, mes copains étaient super contents de récupérer mes heures de vol. Et moi, je faisais toute la paperasse. Donc en fait, tout le monde y trouvait son compte. Finalement, tout le monde est content dans cette situation. Est-ce que vous avez un avion préféré? Non. Non? Non, parce qu'en fait, piloter, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, mais le Mirage F1, c'était un vieil avion.
mais c'était sympa parce qu'on était tout seul dedans. C'était trop cool. Et dans les avions de chasse, il y a des rétroviseurs. On les voit pas très bien là sur la photo. Mais en haut de la verrière, il y a un rétroviseur. Et quand on est sur monoplace, c'est trop bien parce que quand on met le rétroviseur, il n'y a rien derrière. Il y a un énorme avion, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. Et puis, en fait, on est tout seul face à soi-même. Si on fait des bêtises, c'est nous. Si on... C'est pas grave pour le... Enfin, en tout cas, si on fait un truc bien, c'est nous. Alors que sur biplace, mais c'est hyper sympa parce que le 2000, il est plus moderne. Et puis le travail en équipage, il y a plein de missions où c'est nécessaire pour le suivi de terrain notamment, qui est assez compliqué comme mission. Et là, c'est sympa aussi d'être à deux, de pouvoir partager ça. Donc en fait, j'ai bien aimé voler sur tous les avions sur lesquels j'ai volé. Après, j'ai eu de la chance parce que... Bon, au début, je me suis retrouvée à Tours pour être instructeur, ce qui n'était pas forcément notre premier choix. Mais en l'occurrence, l'Alpha Jet est un avion sympa. Donc, j'ai pas fait d'Epsilon ou de choses que j'avais pas trop envie d'avion hélice. J'avais pas trop envie de retourner sur avion hélice. Et c'est vrai que l'Alpha Jet, il est vraiment chouette comme avion. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Vous avez eu de la chance, vous avez piloté que des avions que vous aimiez. Ouais, c'est ça. Et quand vous dites on est deux, c'est qui la deuxième personne? C'est un navigateur officier système d'armes. Le pilote pilote et le navigateur, il est plus en charge de gérer la mission sur un temps plus long. Donc la navigation, il gère les centrales à inertie. Il fait en sorte qu'elles soient bien recalées. C'est quoi une centrale à inertie? Alors une centrale à inertie, c'est un équipement de bord qu'on utilise pour savoir où on est et savoir où on va. D'accord. Et donc, en fait, c'est principalement, on a des gyroscopes qui mesurent les accélérations sur les 3 axes. Et en fonction des accélérations sur les 3 axes, quand on connaît notre position de départ, on peut déterminer à tout moment à quel endroit on se trouve. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est insensible au brouillage GPS. D'accord. Et comme en ce moment, il y a beaucoup de brouillage, la gestion des centrales, c'est crucial sur le Mirage 2000, par exemple, parce qu'on sait que le GPS, on ne pourra pas forcément l'utiliser en cas de conflit. Donc ça vous permet une façon très sécurisée de naviguer, en fait. C'est ça. Ok. Et est-ce que vous étiez beaucoup de femmes pilotes de chasse dans votre promo et au cours de votre carrière de pilote de chasse? Dans ma promo, on était 2. Ouais. Après, souvent, il n'y en avait pas dans les escadrons. C'était marrant parce qu'un jour, j'avais amené ma fille au boulot. Et puis, tout d'un coup, elle me dit « Maman, il n'y a pas de fille. C'est toi la seule fille. » Je fais « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas percuté. » Ouais, mais vous, c'est normal pour vous habituer au bout d'un moment, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mais du coup, je trouvais ça marrant qu'elle l'ait remarqué. Qu'il manquait un truc, en fait. Oui, mais pour vous, ça a rien changé? Vous l'avez vécu comment d'être parfois la seule femme? Parce que ça, je pense que ça peut être une barrière, peut-être, pour certaines jeunes filles qui voudraient faire ça, de se dire je vais me retrouver dans un monde très masculin. Oui, alors après, c'est un peu... est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? Mais en vrai, moi, j'ai plutôt travaillé dans des environnements masculins. Il y a des choses que j'aime pas, mais il y a plein de choses que j'aime bien. Comme par exemple? Je trouve que c'est souvent... C'est un peu bizarre de dire ça parce que actuellement, je travaille avec plus de femmes quand même à la direction générale de l'aviation civile et elles sont super sympas. C'est pas parce qu'elles sont dans le public que je le dis. Enfin, quand même, si on peut essayer de tirer des grandes caractéristiques, c'est un peu plus direct. Donc parfois, c'est un peu plus rude. Ouais. Où on se dit, c'est quand même bien gentil de mettre les formes aussi quand on dit les choses aux gens. Mais par contre, il y a moins de non-dits. Oui, ça va être plus... D'histoires, de trucs comme ça. Parce que dans certains milieux assez féminins que je peux... dans lesquels je peux évoluer par ailleurs dans ma vie personnelle, parfois c'est un peu désagréable que les gens se disent pas les choses en face et en parlent. Voilà. Donc c'est presque, oui, pour vous c'est presque plus agréable, quoi. En fait, moi je trouve que la meilleure option ce serait un peu des deux, oui. Ou à minima une masse critique, et c'est ce que les pompiers de Paris avaient essayé de faire au premier groupement là, de Paris, des pompiers de Paris qui s'occupent notamment du Bourget. Ils avaient un commandant qui avait
mis en place une gestion des personnels où, en fait, plutôt que de disséminer les femmes dans toutes les casernes pour qu'il y en ait un peu partout, ils créaient des poules où il y en avait au moins 30%, quoi. Ouais. Qu'elles soient 6 ou 7. Et je trouve que c'était une bonne méthode. Ok. Pour qu'il y en ait plus, pour qu'il y ait plus de diversité au sein de l'équipe. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Et alors lui, j'adorais parce qu'il racontait une anecdote qui me faisait rire. Il disait un jour, alors je ne sais plus comment il la raconte, mais un jour ils arrivent sur un feu et la porte est fermée, un feu d'appartement et la porte est fermée. Et là, il y avait une fille dans l'équipe et des gars. Et les gars, ils font « Ok, la porte est fermée, on va chercher le bélier et tout ». Et la fille, en fait, elle arrive, elle avait demandé les clés au concierge. Et donc, lui, j'aime bien, il dit, ben voilà, en fait, quand on est plusieurs avec des façons de penser différentes, ben, finalement, ça sert au collectif. Bah, la diversité, c'est trouver des solutions à des problèmes différentes. C'est ça. Des solutions différentes. Différentes solutions, et parfois, il y en a qui vont être plus adaptées que d'autres. Voilà. Et est-ce que vous voyez une évolution aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de jeunes filles ? Ben, moi, je suis partie, mais... on a quand même un petit groupe, on a un groupe WhatsApp, alors il y en a plein qui sont partis, mais toutes les nouvelles, on les intègre, on a encore intégré une cette semaine. Bon, en fait, non. Il n'y en a pas plus. Ouais. Il y a même, tout petit peu, je crois que c'est passé de 3 à 6, non, c'est pas ça non, mais alors, légèrement... Ouais, je ne sais pas comment ils comptent, enfin c'est très compliqué de compter, parce que... Mais en vrai, le chiffre, depuis que ça a été ouvert, n'augmente pas. Il a presque même... était plus important au début que ce qui peut l'être maintenant en sorte de régime de croisière. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être des idées reçues ou des... Je pense que déjà, c'est un métier qui a beaucoup de contraintes. Oui. Des contraintes. D'une manière générale, c'est pas forcément facile pour les armées de recruter, même s'ils ont quand même... Il y a certaines choses qui sont extrêmement attractives. Mais c'est pas forcément facile parce qu'on est sur des métiers où il y a beaucoup de contraintes et que maintenant, dans un monde où finalement on découvre qu'on peut faire du télétravail, et moi j'en suis la première heureuse, mais il y a plein de gens qui ça crée un fossé en fait entre les contraintes du métier militaire où il faut être dispo 24 heures sur 24. Et c'est pas une façon de parler, c'est qu'en fait, demain vous pouvez partir en mission, quoi. Dans le statut du militaire, vous avez des horaires de travail, mais c'est indicatif, quoi. Où il faut être dispo, où vous n'avez pas forcément beaucoup de préavis quand vous devez partir, où il y a des horaires atypiques. En fait, c'est pas forcément extrêmement compatible avec tout un tas de modes de vie. Et notamment, les femmes restent 12 ans de moins au ministère des Armées. Les femmes officiers restent 12 ans de moins que les hommes officiers, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est compliqué, en fait, d'arriver à conjuguer les contraintes du métier de militaire et le fait d'avoir une plus grosse charge familiale sur le fait de garder les enfants, organiser leur vie, et voilà. Donc en fait, les contraintes, c'est presque le métier de militaire, mais pas forcément pilote de chasse. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je peux comprendre que s'il n'y en a pas beaucoup, en fait, on ne se projette pas. Je ne sais pas si Anaïs, elle peut passer la photo d'après, je crois. On peut nous-mêmes. C'est nous. Voilà. Ouais. En fait, ce qui est trop drôle... Il va falloir que vous nous l'expliquiez, en fait, celle-là. Ouais, parce que, en fait, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Top Gun, c'était sur des cassettes VHS. J'avais 10 ans, c'était les vacances scolaires. J'étais avec mon frère et on l'a regardé 5 fois d'affilée dans la journée. Ouais. Ça vous a... Et en fait, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ça m'a même pas... En fait, dans le film, il n'y a pas de femme. Donc, ça m'a même pas traversé l'esprit que ça pouvait être un métier. Enfin, jamais je me suis dit, je vais faire ça comme métier, quoi. Ouais. Et c'était trop drôle parce que Tom Cruise est venu en février. Et du coup, je dis, franchement, je pense que c'est un peu grâce à vous que j'ai fait ce métier, parce qu'avant, je savais même pas que ça existait. Et ce qui était marrant, c'est que on avait interdiction de faire des selfies. On avait interdiction de demander des selfies à Tom Cruise. Alors évidemment, moi, je n'avais pas demandé de faire une photo. Et puis, on avait discuté un petit peu. Il est hyper gentil. Et après, il repasse, il me voit, il me fait « Mais on n'a pas fait de photo !» Je dis non. Alors il me dit « Faut qu'on fasse une photo !» Donc maintenant, je raconte à tout le monde que Tom Cruise a demandé à faire une photo avec moi. Ah, la classe. Non. Et puis, je me lave plus non plus. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était assez...
pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est ça, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de filles, on s'imagine pas. On se dit pas qu'on peut y être. Ouais. On se dit pas, tiens, ça peut être moi. Ouais. Et effectivement, le nouveau Top Gun, je crois qu'il y a une il y en a une ou deux, ouais. Et donc, vous pensez que ça vous a inspiré Top Gun? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que ça m'a donné une image du métier qui était... et pourtant, le premier... Alors, je pense que la vie en escadron, c'est un peu comme ça. Bon, on a un peu moins... C'est un peu romancé, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ils accentuent certains traits, mais c'est quand même assez comme ça, où c'est très professionnel la journée. Il y a la mission, c'est extrêmement carré, exigeant. Enfin, moi, je le vois sur la gestion des timings. Bon... tout est à la minute, voire vous avez 30 secondes pour être à un point donné au milieu de la France, vous rejoignez un autre avion. Enfin bref, tout est extrêmement préparé. Mais par contre, le soir, il y a une vraie camaraderie. Les gens rigolent ensemble, ils passent du temps ensemble. Souvent, qu'en plus, comme les gens sont mutés, ils arrivent quelque part, ils connaissent que les gens de leur escadron. Ouais. Donc, petite famille, en fait. Ouais, donc c'est ça. Moi, j'étais à la maternité avec un de mes potes de promo. Enfin, avec sa femme, on était dans la même chambre. On avait nos deux machins. Ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Enfin, c'est assez marrant parce qu'il y a des choses comme ça. On vit des trucs de fou. Et du coup, il y a vraiment une camaraderie qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Ouais. Et je ne sais plus ce que c'était votre question. Non, mais c'était est-ce que Top Gun... Oui. Voilà. Et le deuxième, je le trouve vraiment très représentatif sur les missions, comment on les prépare, à quoi ça ressemble une vraie mission de guerre. Bon, c'est sûr que oui, ça on reste va pas un décoller, film, bien sûr, on va pas décoller avec un F-14 d'un taxiway, mais en vrai, ça ressemble quand même pas mal. Et donc, je pense que j'avais pas une image complètement délirante du métier grâce à ça, et j'avais cette image de quelque chose d'exigeant la journée, plus sympa le soir. Enfin, voilà. Et donc ça vous a inspiré, et c'est peut-être qu'aujourd'hui vous allez inspirer de futurs pilotes de chasse. Oui, alors. Espérons. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va vous faire parvenir un micro à tout moment, si vous voulez. Je stresse la régie qui se dit « Ah, il faut que j'aille chercher un micro ». Donc n'hésitez pas à lever la main. Je ne vous vois pas forcément si vous êtes dans mon angle mort, mais tout à l'heure, je vous ai présenté en disant mes différentes vies de pilote de chasse à cybersécurité. Donc qu'est-ce qui s'est passé que vous avez fait donc un switch dans votre carrière entre pilote de chasse à maintenant, vous êtes la directrice du CERT. Comment ça est arrivé, tout ça? Ça a été un peu un hasard. Alors, ça me fait rire parce que souvent, on dit aux enfants qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire. Oui. Alors, c'est la grosse angoisse familiale. Ah, ça y est, il y a les démos qui commencent. Alors, il y a des démos qui commencent en même temps. Donc, comme ça, vous pouvez en profiter. Je ne sais pas s'ils vont vous les passer. Ah, voilà. Et du coup, souvent, on dit aux gamins qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire. Et on les stresse avec ça. Et nous, on stresse avec ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des choix à faire de spécialités, de Parcoursup et compagnie. Mais en fait, il y a plein de gens... Moi, quand j'ai fait mon bilan de compétences, quand on quitte l'armée nous accompagne sur tout ce qu'on peut faire pour partir la dans suite. Civil, en fait, après, c'est ça? Parce qu'en gros, votre carrière dans l'armée, elle finit assez tôt. Ouais. Donc après, il y a toute une vie où vous pouvez partir dans le privé, travailler. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma conseillère, elle était là, non, mais il faut savoir ce que vous voulez faire, il faut définir un métier et tout. Et les gens avec qui je discutais ils me disaient, ouais, alors moi, je suis responsable de la sécurité dans une usine, mais bon, en fait, j'ai fait ça, puis finalement, j'avais envie de faire ça. Et donc, c'est marrant parce que il y a des gens... Enfin, moi, pilote de chasse, je savais que c'était dans ma liste de choses. Vraiment, c'était précis, ou c'était ça, ou médecine. Mais pourtant, la deuxième partie, ça a été complètement l'inverse. C'est ça, c'est-à-dire que votre première partie de carrière, c'était planifié. Vous aviez genre pilote de chasse. Si ça ne marche pas, je me retourne vers médecine. Bon, médecine, entre-temps, voilà. Par contre, la deuxième partie, c'était complètement de l'impro. Et en fait, nous, on les stresse, les gosses, parce qu'on leur dit il faut que tu saches ce que tu veux faire. Et comme ça, quand ils savent, nous, ça nous déstresse. Mais finalement, moi, je trouve ça plus stressant quand on se dit je veux absolument faire ça. Parce qu'on se met peut-être des objectifs. Et puis si on échoue, alors que quand on se laisse guider, de toute façon, on ira vers une autre opportunité si la première marche pas. Et vous êtes laissé guider par quoi? Par quelque chose qui vous plaisait, du coup? Ah non, moi, j'étais nulle en informatique, j'y connaissais rien. C'était terrible. Et en fait, non, mais comme je savais que j'allais partir de l'armée, j'ai fait
un master en administration des entreprises. Ouais. Et il fallait faire un mémoire de fin d'études. Et on dit souvent qu'il vaut mieux... D'ailleurs, c'est la directrice du digital d'Airbus, avec qui j'avais eu la chance de discuter pendant une grosse demi-heure à ce moment-là, qui m'avait donné un conseil. J'ai dit, c'est quoi votre conseil, moi, pour ma deuxième vie? Elle m'avait dit, toujours travailler avec des gens que vous appréciez. Ouais. Et en fait, du coup, moi, j'ai choisi une équipe plutôt que choisir un sujet. Ouais. Et l'équipe... On proposait tous des sujets et après on agrégeait des équipes. Et le sujet de mon équipe, c'était sur la stratégie de développement à l'international d'une entreprise qui levait des fonds, une entreprise en cyber. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Ça, pendant le master, hein, toujours. Oui, pendant le master. Ouais. Et du coup, ils m'ont offert un poste à la suite. Donc, je suis restée travailler chez eux. Et après, la direction générale de l'aviation civile cherchait quelqu'un qui connaissait beaucoup l'aéro et un peu la cyber. Et en vrai, c'était trop cool d'aller bosser dans une entreprise où il y a des avions affichés partout. Enfin, une entreprise, quand vous marchez dans les couloirs, il y a des avions partout, c'est trop bien. Et du coup, j'ai fait ça. Et c'était top. Bon, je me suis un peu formée quand même en informatique, parce que sinon, ça aurait été une boucherie. Ouais. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ça consiste en quoi exactement votre travail? Alors, on en a parlé un tout petit peu au début, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus. En fait, la valeur ajoutée du CERT, elle est très technique. C'est-à-dire que... on va surveiller les entreprises, on va surveiller leur site internet. Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est toujours, il présente toujours le même aspect? On va aussi les aider à se protéger. On va regarder ce que les attaquants peuvent voir depuis Internet, parce qu'il y a différentes façons d'attaquer les entreprises, mais une des façons, c'est d'exploiter des vulnérabilités, c'est-à-dire que vous exposez sur Internet des logiciels qui ne sont pas forcément mis à jour, par exemple, et qui présentent une vulnérabilité qui permet à un attaquant d'avoir une action sur votre système, de rentrer. Et donc, on surveille ça, et après, on les aide à se préparer. On les forme. Ouais. On propose des formations. Et donc, il y a une partie très technique. Mais pour que ça, on puisse le faire, il y a une partie administrative. Il faut gérer la forme juridique, gérer la compta, faire la com. Les équipes aussi, je suppose. Alors, on n'est pas très nombreux. On marche beaucoup avec des prestataires, ce qui nous permet d'être assez souple pour pouvoir adapter notre offre. Et donc, moi, je m'occupe de toute la partie administrative, juridique. D'accord. Et est-ce que y avait quelque chose que vous préfériez en tant que pilote et que vous préférez maintenant? Quelles sont les deux choses que vous aimiez vraiment dans les deux jobs? Ce qui est sympa voler, ce qui est sympa, c'est quand même une activité un peu physique. Ouais. Donc, tous les jours, vous vous dépensez, vous montez, vous allez voir le soleil, il y a des super beaux paysages, ça c'est chouette. Et puis, les sensations, c'est quand même cool. Mais par contre, ce que j'aime bien dans mon boulot actuellement, c'est qu'on construit quelque chose. Quand vous êtes pilote, le matin, vous vous levez, vous regardez, on vous dit votre mission, c'est ça. Alors, c'est court terme, en fait, c'est ça? Ouais, c'est très court-termiste. Ouais. Alors que là, ça fait 2 ans, on est parti de rien. Et maintenant, on a des membres, on a des trucs... on a une production avec des logiciels qui tournent. On a aidé des gens qui se sont fait attaquer. On a des gens qui nous remercient. Parce que pour eux, parce que ce qu'on a fait, ça les a aidés. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, le fait d'avoir vraiment un truc à long terme, un développement de projet. Et puis aussi de pouvoir orienter, de dire, tiens, l'armée, ça reste quand même... innover dans l'armée, c'est pas forcément facile. Alors que là, on peut avoir 10 000 idées. C'est trop bien. C'est infini. Et le télétravail, c'est ça aussi. Et le télétravail, c'est cool la aussi. Découverte du télétravail. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, attendez. On n'a plus de micro. Et je vous propose de vous approcher. Ah, si, ça y est, il arrive. Super, merci. Merci, Anaïs. Parlez bien en face. Ouais, voilà. Oui, voilà, merci. Vous m'entendez, c'est bon? Je voulais savoir, vous avez que 2 ans du coup de recul là-dessus, mais comment est-ce que vous voyez comment l'industrie utilise ces outils, comment ils vous contactent? Est-ce qu'il y a une maturité aujourd'hui sur la sécurité informatique ou c'est encore trop tôt pour eux pour avoir vraiment la maturité sur les attaques? La question, c'est est-ce que les entreprises sont matures d'un point de vue cyber dans le secteur? Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est très variable.
Donc, les grosses entreprises, Dassault, Airbus, Thales, Safran, franchement, ils ont des gros services. C'est un vrai sujet. Ils y consacrent du budget et du temps, de l'énergie et des ressources humaines. Et vraiment, ils ont pris ça à bras-le-corps. Le problème, c'est que, en fait, ils ont tout un tas de fournisseurs qui, eux, sont pas forcément dans la même dynamique. Et ça, c'est un problème pour eux parce que, un, ça peut créer des ruptures d'approvisionnement et deux, ils peuvent se faire voler des secrets. Et donc, c'est pas, quand je dis peu, c'est pas, c'est le cas, ça arrive. Et là, c'est complètement disparate. La plupart des entreprises sont pas matures. On va les voir, ils vous disent non, mais moi j'ai un prestataire informatique. Donc déjà, ils n'ont pas compris que leur prestataire informatique, la plupart du temps, c'est pas un spécialiste de la cybersécurité, et qu'on a vu des attaques qui ont été propagées par des prestataires informatiques qui eux-mêmes n'étaient pas protégés correctement. Donc, et d'ailleurs, moi, mon frère, il est architecte réseau chez Airbus, et je me souviens, on avait fait du télétravail ensemble en été. Et j'ai discuté avec un client, je raccroche, il me dit « J'ai rien compris à ce que tu as dit ». Lui, il a un diplôme d'ingé en informatique et ça fait 20 ans qu'il fait ça. Parce que la cyber, c'est spécifique. Moi, je n'avais pas compris ça en arrivant. Je pensais qu'un informaticien, forcément, il était formé en cyber, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ces gens-là, qui connaissent pas, la plupart du temps, ils vont avoir ce réflexe de dire « Non, mais nous, on n'a pas besoin ou on a déjà », alors qu'en fait, concrètement, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Et donc ça, c'est un peu notre boulot. Et franchement, c'est assez triste quand parfois on va voir des gens, on dit bon, on fait un petit rendez-vous client, et puis que 8 mois après, en fait, ils finissent par nous appeler parce qu'ils ont un ransomware et ils n'ont pas de sauvegarde, et en fait, leur prestataire n'arrive pas à récupérer les données sur le darknet. Donc globalement, des petits matures, il y en a. Par contre, on a des petits membres qui sont hyper forts. Quand les directeurs généraux ont compris que c'était un sujet et qu'ils ont soit pris un prestataire externe, soit staffé en interne, mais la plupart des petites boîtes, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont à la masse. Et ça, donc il y en a qui adhèrent chez nous et à qui on explique, et ça c'est notre métier, on est super content de le faire, mais parfois on est un peu frustré quand les gens disent non, j'en ai pas besoin. Après, que ce soit pas un poste où on veuille mettre de l'argent parce que c'est un centre de coût, moi, je dis l'homme est libre et c'est un choix stratégique d'un chef d'entreprise qui me choque pas, quoi. On peut dire, j'ai pas envie de me protéger, et puis si je me fais attaquer, je mettrai la clé sous la porte. Je vous propose qu'on se tourne un petit peu vers des questions un peu moins techniques. Désolé, je suis technique, moi, c'est pour ça. Je vais laisser Marion répondre. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur son parcours, sur... N'hésitez pas, levez la main, même quand on est en train de parler, on va continuer. Est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes qui auraient peut-être envie d'être pilotes ? En fait, quand on a envie de faire quelque chose, il faut essayer. Ouais. Donc déjà, il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire que c'est dur ou que... C'est un peu comme le loto, on dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est un peu le même... cas, 100% des gens qui sont en compagnie ou qui sont dans l'armée de l'air, ils ont présenté le concours et puis ils ont répondu à une offre d'emploi. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Ensuite, faut travailler. Ouais. Plutôt filière scientifique d'ailleurs, il me semble. Ouais, alors Bubu là qui présente le Rafale, je crois qu'il a un bac G1 ou un truc comme ça, un truc de gestion. G1, c'est littéraire ? Non, gestion. C'est un truc de gestion, ouais. C'est les anciens bacs, oui. Je sais plus. Et donc en fait, ça dépend des cursus, mais pour être pilote de chasse, faut pas avoir trop d'abstraction en fait, parce que c'est assez concret comme métier. Oui. Donc faut pas être trop nul en maths quand même. Enfin, oui. Il y a un minimum, mais il faut pas non plus être une bête des maths. Et le concours, le niveau de maths au concours, il est pas très dur. C'est des problèmes de troisième. Par contre, il faut les faire vite. Ok. Voilà. Parce que oui, on commence en tant qu'ingénieur. Non, en fait, le concours niveau bac, les gens ne sont pas ingénieurs. Oui, celui-là, c'est après. C'est l'autre. Voilà. Donc c'est carrière longue, c'est ça ?
La carrière longue, oui, il faut faire 2 années de prépa et une école d'ingénieur. Donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, le ticket d'entrée, si on ne veut pas faire un diplôme d'ingénieur, on peut très bien rentrer sans avoir un gros niveau en mathématiques. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait que votre première partie de carrière, elle était très planifiée, que la deuxième, c'était un peu plus de l'impro sur choisir plutôt des gens avec qui vous aviez envie de travailler, puis après découvrir un sujet. Je crois que vous êtes parti sur on était parti sur un conseil de peut-être il ne faut pas se stresser. Bah ouais, en fait, il faut faire comme on le sent. Si on veut vraiment faire quelque chose, ben ok. Et après, de toute façon, c'est quand même intéressant d'avoir des plans B. Mais après, si on ne sait pas, et ben on choisit peut-être une matière ou quelque chose qu'on aime bien plus que vraiment des métiers. Ouais, parce que souvent, on les découvre même. Par exemple, ce métier du cyber, est-ce que vous le connaissiez avant? Non. Enfin, je m'étais même pas posé la question en fait. Et c'est pareil, vous n'étiez pas posé la question en regardant Top Gun non plus que... Enfin, à l'armée, on a quand même des formations. Ça fait longtemps qu'on a des formations à l'armée, mais jamais je m'étais dit que je ferais ça. Bon, ça c'est clair. Et je connaissais pas les métiers, non. Donc c'est clair qu'on découvre quand on y est. Hein. Ouais, on découvre des métiers, donc aller plutôt vers une matière ou vers un sujet qu'on aime plutôt que se stresser à chercher un métier. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou est-ce qu'on... Non. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Non, peut-être. Je sens qu'il y aura des questions, mais plutôt en descente de scène. Je vous laisse une dernière chance. Je regarde bien derrière moi aussi. Non, on est bon niveau questions. Bon, bah voilà, je crois qu'on a terminé, à moins que vous ayez... Non, moi ça va. Non, ça va. Bah écoutez, merci beaucoup Marion Buchet. Je pouvais l'applaudir chaleureusement. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et puis bah voilà, alors on va descendre de scène, mais vous aurez peut-être des questions en descendant. Merci.